Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais poursuivre mon rattrapage de la trilogie Reboot La Planète des Singes sortie dans les années 2010 en m'attaquant au second volet paru en 2014, La Planète des Singes, l'affrontement Dawn of the Planet of the Apes en version originale, réalisé par un certain Matt Reeves qui avait fait auparavant Cloverfield, une sorte de found footage avec un monstre plutôt réussi du moins sur le plan visuel. Au casting de ce métrage, nous retrouvons à nouveau Andy Serkis qui reprend son rôle de César, le leader des singes, mais à ses côtés, renouvellement total. Nous avons Jason Clarke qui avait participé au remake pas top de Cimetière l'an passé, Gary Oldman qu'on ne présente plus, Kerry Russell que j'avais découvert personnellement. Et dans Chérie, j'ai agrandi le bébé, elle était alors ado. Citons également Kirk Acevedo qui a participé à la série Fringe, ou encore Cody Smith-McPhee, un jeune homme qui avait joué dans La Route avec Viggo Mortensen. Alors ici, les événements de ce second volet se déroulent 10 ans après le premier, donc si vous n'avez pas vu La Planète des Singes les origines, regardez-le quand même avant, parce que je vais être obligé de révéler certains pans de l'intrigue, forcément. Et donc, 10 ans après qu'un certain rétrovirus se soit libéré dans l'air et, on peut dire, décimer les 3/4, voire même 95% de l'humanité. On le voit dès le début avec les chaînes d'information qui montrent la progression de cette pandémie. On se croirait d'ailleurs dans la société actuelle avec des « restez chez vous » et tout. Sauf que là, ce virus simiesque, c'est la grippe simienne, pardon, du coup on l'appelle, une chance sur 500 de survivre si on l'attrape. Pas top. Bref, vous l'avez compris, en bout de 10 ans, il ne reste plus que des singes et d'autres animaux en liberté qui survivent. Les singes donc de César, voilà, donc toute cette troupe qui s'est réfugiée près de San Francisco, est évidemment très intelligente, même que ça a développé un petit peu certaines formes de langage, même que ça parle le langage humain, et ils se croient à l'abri, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vu le moindre homme ou la moindre femme autour de leur camp. Ils pensent donc qu'il n'y a plus personne à part eux et les animaux sur la Terre. Sauf que, un beau jour, un groupe d'humains apparaît dans la forêt. Alors, surtout un qui est joué par Kirk Acevedo, un certain Carver, qui est détestable, qui va faire une bêtise d'ailleurs, et déclencher un début de potentielle friction entre les deux camps. Sauf que ça va pas forcément être aussi frontal de suite, les humains ne cherchant qu'à survivre au final, passer la forêt pour aller à un barrage et rétablir l'électricité parce que leur générateur commence à être tout simplement HS et ça serait la mort qui les attend s'ils ne pouvaient pas aller réparer tout cela. Bon, entre pourparlers, tout ça, parce que César, lui, c'est un gentil, il a compris les humains avant, donc forcément, son père de substitution, Will, joué par James Franco, lui a inculqué certaines bonnes choses, sauf que il doit faire avec certains qui sont beaucoup moins tolérants que lui, dont un certain Koba, un singe qui a été maltraité, on l'a vu dans le refuge du premier film, et qui questionne de plus en plus le leadership de César. Et forcément, dans ce film, qui s'intitule en français L'affrontement, on va voir donc l'affrontement humain-singe, oui, mais aussi entre les singes, et même entre les humains qui n'ont pas les mêmes points de vue. Rechercher la paix, la guerre, la survie, confiance, pas confiance, et c'est en cela que ce film est plutôt intéressant, mais même si on reste dans un blockbuster de base malgré tout. Alors, par rapport au premier, l'ambiance est différente, fatalement, mais on est dans la même logique. Et l'évolution des personnages l'est tout autant, du moins du côté des singes. C'est pas manichéen, et en cela je salue l'effort donc des scénaristes et de Matt Reeves, parce que finalement on comprend plus ou moins les choix donc de chacun, même s'il y a quand même du cliché ambulant. Je parlais du personnage de Carver, il déteste les singes, d'accord, mais parfois on se demande pourquoi, il est juste idiot d'une manière ou d'une autre, Voilà, parce que finalement la grippe simienne qui est en place là, et donc qui rejette la faute sur les singes, mais c'est quand même l'être humain qui l'a créé en faisant ses recherches, donc voilà. Et puis les personnages qui sont plus ou moins développés, moi j'ai un regret, c'est sur celui de Gary Oldman, qu'on voit très peu, qui a une importance, on va dire, très secondaire, et c'est dommage vu l'acteur, si ce n'est à un moment où il va prendre une décision qui est assez frontale aussi. Petit bémol sur ce perso quand même, sinon le reste c'est plutôt bien écrit. Le personnage de Malcolm joué par Jason Clarke est pas mal, sorte d'ailleurs de César des humains. C'est marrant, on arrive à faire des parallèles entre les groupes humains et groupes singes selon les motivations de certains personnages. Donc Malcolm serait plus César, quelque part
Koba, qui est le méchant des singes, ce serait Carver, donc chez les humains. Et puis Malcolm, lui aussi, a une famille, une copine, qui n'est pas la mère de son fils, qui est là, le fils. Comme César, lui aussi, a un fils ado. Donc on peut faire plein de... Voilà, des croisements comme ça, qui fait d'ailleurs que Malcolm et César se comprennent pendant le film, mais malheureusement, ils doivent compter avec leurs congénères respectifs, et ça se passe pas forcément tout le temps bien. Donc c'est un film qui fait réfléchir sur la rébellion, sur comment survivre, comment faire confiance aux autres, au-delà même des différences, mais plutôt bien fait à ce niveau-là. J'ai été plutôt positivement surpris, parce qu'on est vraiment parfois à la limite du cliché, du stéréotype, mais ça passe, avec des beaux effets spéciaux et une belle photographie aussi. On est donc clairement dans l'évolution du premier film, ça passe vraiment, et peut-être même des améliorations là-dessus. Photographie, disais-je, parce que oui, on est dans la forêt, dans une sorte de jungle urbaine post-apocalyptique aussi, même si ça reste, voilà, ça passe, on a des ambiances assez différentes, mais on est dans un monde un petit peu dévasté quand même. C'est assez sombre, il y a beaucoup de jeux sur des lumières, notamment le feu, hein, vers la fin du film, oh là là, attention. Une musique plutôt correcte aussi, qui rappelle parfois un petit peu l'ambiance de 2001 Odyssée de l'espace, c'est amusant. Composé par Michael Giacchino d'ailleurs. Voilà, ça passe. Après il y a des longueurs, il y a ce ventre mou vers le milieu fin, avant le final, qui est hyper spectaculaire. Et c'est marrant parce que quand on s'en rend compte, il est un petit peu construit de la même manière que le premier film, ce second volet, différent dans l'ambiance et le contexte, mais voilà, mise en place et tout, puis à la fin, affrontement avec, ça pète dans tous les sens, tout ça. Mais plus subtil que le premier peut-être. Finalement, je pense que je le préfère au premier de peu. Je vais mettre la même note, hein, un bon 7 sur 10. Les acteurs sont plutôt corrects. C'est pas génial non plus quand même, il faut l'avouer. Je suis pas un grand fan de Jason Clarke, je l'ai pas vu dans des très bons films. C'est pas forcément un mauvais acteur non plus, hein, c'est juste que voilà. Et pour le reste, comme je le disais, la sous-utilisation de Gary Oldman m'embête un tout petit peu quand même. Pas forcément au niveau de l'acteur, mais même au niveau de son personnage. À un moment, on essaye de nous mettre une caution nostalgique et tout. D'ailleurs, il y a une réflexion sur la nostalgie dans le film, hein, aussi à travers les yeux de César. À travers les yeux de César, il y a un gros plan encore. Le film s'ouvre sur les yeux de César. Donc oui, ouais, il y a des références au premier film, clairement. Donc on voit qu'on est dans une même trilogie, même si on a changé de réalisateur. Et voilà, c'est cohérent par rapport au premier film, et ça, c'est bien. Après, donc, le fait qu'il y ait cette ellipse de 10 ans, forcément, nous fait changer totalement d'ambiance, mais ce n'est pas un mal, je trouve. Donc, oui, une réussite, pas ultime à mes yeux, mais une belle réussite. Un bon 7 sur 10, je vais aller jusqu'à très bien sur Captain Watch, vous voyez, c'est à la limite entre le bien, entre le pas mal et le très bien, mais il faudrait qu'il y ait une catégorie bien, hein, à ce moment-là. Donc j'ai quand même allé à très bien, parce que c'est assez ambitieux, riche visuellement, avec des personnages plutôt bien gérés dans l'ensemble, même si ça n'explose pas non plus. Le personnage de, comment il s'appelle, Alexander, le fils de Malcolm par exemple, on aurait pu aller plus loin. À un moment je pensais qu'ils allaient aller vers une certaine direction, mais finalement non. Peut-être que c'est pas plus mal, et peut-être qu'on en apprendra plus dans le film d'après si ces personnages-là reviennent, j'en sais rien, allez savoir, oh, mystère. En tout cas voilà, je suis plutôt content de la découverte de cette trilogie, de 7 sur 10 jusqu'à maintenant, il ne reste plus qu'à savoir ce que je penserai très bientôt, donc du troisième volet, Suprématie. En attendant, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez préféré ce second volet au premier, si vous, ou non, ou troisième, j'en sais rien, et je vous dis à la prochaine. Ciao